Bonjour à tous. Vous êtes désormais nombreux à prendre le rendez-vous de votre émission. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Sensation de brûlure dans l'estomac, des douleurs au niveau de l'abdomen ou bien plus encore, on estime qu'une personne sur 10 développera au moins un ulcère au cours de sa vie. Malgré cette fréquence, de nombreuses idées fausses subsistent sur cette maladie. Et ce sont ces idées que nous essaierons aujourd'hui de déconstruire avec mon invité. Autant les femmes que les hommes sont susceptibles de faire un ulcère de l'estomac, les jeunes ne sont pas moins épargnés. Que retenir de la maladie de l'ulcère? Quelles précautions prendre pour éviter les récidives? Que devrait-on pas prendre ou faire en situation d'ulcère? Le spécialiste, Dr Martin Sopon, médecin hépato-gastro-entérologue, il nous dit tout. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour madame. Plusieurs informations circulent sur la maladie de l'ulcère. Que savons-nous, suivant quelques citoyens à Cotonou, dans cet élément témoin? La maladie de l'ulcère, c'est une intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et quand vous prenez ces anti-inflammatoires, ça vous donne des crises, des maux de ventre, des douleurs abdominales. Je souffre de l'ulcère depuis à peu près 3 ans. Ça a commencé à la suite d'une ingérence de comprimés d'ibuprofène pour les règles douloureuses. Après ça, j'ai commencé, les maux de ventre persistaient, on m'a amené à l'hôpital. C'est de là le médecin m'a dit que bon, j'ai l'ulcère. Quand je ne mange pas très vite et que je mange ensuite, ça me donne des douleurs à l'estomac. Ou bien quand je prends trop de piment, c'est les maux de ventre, c'est les douleurs, j'arrive pas à dormir la nuit. Il y a des gens, ils ont souvent faim, mais qui ne mangent pas vite. Et c'est ça qui entraîne la maladie. J'ai une copine qui en souffrait, mais quand ça commence, elle commence par tenir son ventre. On mange beaucoup de piment, ça entraîne aussi la maladie. Quand ça commençait, elle prenait du lait pour pouvoir calmer la douleur. Quand je vais à l'hôpital, on me prescrit des comprimés, des médicaments pour calmer les crises. Mais ça n'éradique pas la maladie. En fait. Pour ce que je sais, le malade d'ulcère doit manger à l'heure indiquée. Il ne doit pas consommer des aliments acides, pas bien cuits ou encore trop épicés. Quand on a l'ulcère, il faut respecter les prescriptions du médecin, éviter surtout l'automédication. Retour sur ce plateau, Dr Sopon, on le voit bien dans l'élément, beaucoup d'informations sur la maladie. Sont-elles toutes vraies? Oui, merci madame la journaliste. Je salue au passage les téléspectateurs. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans l'élément témoin. Oui. Je pense que la question était de savoir ce qu'elle savait de l'ulcère. Oui, pour dire que, sur tout ce qu'on a suivi, il n'y a personne qui ait pu donner une définition de ce qu'on appelle ulcère. Mais dans ce qui est passé, il y a beaucoup plus les facteurs qui peuvent déclencher ou les facteurs étiologiques, c'est-à-dire ce qui peut causer l'ulcère. Ça a été beaucoup question de cela, notamment dans la première intervention, l'étudiante qui parlait des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui font partie des facteur étiologique principal de la maladie ulcéreuse parce que ces médicaments, ce qu'on appelle une propriété anti-prostaglandine. Donc, ils bloquent la sécrétion de prostaglandine au niveau de la muqueuse, alors que la prostaglandine, là, cette substance qui a pour propriété de protéger la muqueuse. On va y revenir plus tard. En effet. Voilà. Et aussi, d'autres facteurs alimentaires comme la prise de repas épicés et autres. C'est vrai que ce n'est pas prouvé la relation entre la prise de repas épicés et le déclenchement de l'ulcère. Mais il faut dire que si vous mettez de l'épice ou du piment sur la peau même, ça va brûler. Donc vous imaginez que vous apportez ça sur une muqueuse, effectivement ça va brûler. La deuxième intervention qui parlait du jeûne, le jeûne fait partie des facteurs qui déclenchent les douleurs chez quelqu'un qui a l'ulcère. Donc il y a eu beaucoup plus de facteurs indiqués dans l'élément. Déjà, qu'est-ce qu'un ulcère?
Alors, pour répondre de façon banale, on dira que l'ulcère, c'est une plaie. Sinon, si on va rester scientifique, on va dire que c'est une perte de substance. Donc, c'est une plaie. Mais pour dire que c'est ulcère, il faut que cette plaie atteigne en profondeur la musculeuse. Il faut rappeler que la muqueuse gastrique, il y a plusieurs couches. Il y a ce qu'on appelle la muqueuse. En dessous, il y a juste la sous-muqueuse et il y a la musculeuse. Et ça se termine par la séreuse. Donc, on parlera d'ulcère quand cette plaie va aller en profondeur et atteindre la musculeuse. Quand la plaie va se localiser juste et se limiter sur la muqueuse, on ne va pas parler d'ulcère, on va parler d'érosion. Si ça se limite à la sous-muqueuse, là, on parlera d'ulcération. Donc, on retient que pour parler d'ulcère, c'est une perte de substance, donc une plaie qui atteint en profondeur la musculeuse. Cette plaie se retrouve au niveau de l'estomac, c'est ça? Quand cette plaie va se localiser au niveau de l'estomac, on parlera d'ulcère gastrique. Et quand ça va se retrouver au niveau du duodénum, on parlera d'ulcère duodénal. Mais généralement, on parle d'ulcère gastro-duodénal. Et vous avez parlé d'estomac, vous avez parlé de gastrique, et ce, dans les deux sens, on ressent, l'ulcère se manifeste de la même façon. Est-ce que c'est plus renforcé quand il s'agit d'ulcère gastrique ou d'ulcère duodénal? En termes de manifestation clinique, il n'y a pas de différence entre les deux, que ce soit localisé au niveau de l'estomac ou au niveau du duodénum. La symptomatologie clinique est la même. Et qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est à la base de l'ulcère, de la maladie d'ulcère? Alors, il y a plusieurs causes pour les maladies ulcéreuses, gastriques ou duodénales, mais principalement, il y a deux causes qui sont les plus fréquentes et sur lesquelles vraiment il faut beaucoup insister. Alors, les deux causes, la première, c'est une bactérie. C'est une bactérie qu'on en parle dans le passé, qu'on continue à en parler dans le présent et qui fait aussi l'objet de beaucoup d'intérêt. Simplement parce que cette bactérie, on l'appelle Helicobacter pylori, et c'est une bactérie qui a été découverte en 1982 par deux médecins australiens, ce qui leur a valu le prix Nobel de médecine en 2005. Mais il faut rappeler que c'est la première bactérie au monde qui peut donner le cancer, surtout le cancer gastrique. Et d'ailleurs, l'OMS a classé cette bactérie comme agent carcinogène, donc agent qui peut donner le cancer de classe 1, au même type que le tabac dans le cancer du poumon. Et donc, c'est une bactérie gram négative qui a des propriétés et qui lui permet de résister à trois barrières. La barrière physique, la barrière chimique et la barrière muqueuse. Alors, cette bactérie a la propriété avec ses flagelles de pouvoir, une fois infectée à l'intérieur de l'estomac, et comment est-ce qu'on contamine cette bactérie, il faut le rappeler. C'est une maladie des mains sales. Les aliments contaminés ou souillés par cette bactérie, et généralement, c'est une bactérie qu'on attrape dans l'enfance. Donc, généralement, avant les 10 ans, mais qui va vous donner les lésions plus tard, 15 ans, 20 ans plus tard. Et donc, cette bactérie, une fois à l'intérieur, avec ses flagelles, ça va rentrer en profondeur sous la couche de mucus. Parce que cette bactérie n'arrive pas à résister à l'acidité de l'estomac. Et ça produit une substance qu'on appelle de l'uréase, qui lui permet de résister à l'acide, et ça commence par se multiplier. Et de là, ça va entraîner les réactions, et ça va aller en profondeur l'ulcère. Et pour la seconde cause, oui. C'est la première cause, donc cette bactérie-là. La deuxième cause, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens, notamment l'aspirine, ibuprofène, prophénine, ce genre de médicaments qu'on prend pour des problèmes de douleur musculaire, douleur articulaire, qui ont une propriété anti-prostaglandine. Donc, ils bloquent la sécrétion de prostaglandine. Et là, par ce mécanisme, ils empêchent la sécrétion de prostaglandine, laquelle prostaglandine a pour propriété de protéger la muqueuse. Parce qu'il faut dire que l'ulcère, ça va résulter, vous imaginez une balance, où d'un côté, vous avez les facteurs qui protègent la muqueuse et de l'autre côté, les facteurs qui l'agressent. Et donc, dans les facteurs qui vont protéger la muqueuse, c'est la prostaglandine. Et ces médicaments ont la propriété de diminuer cette sécrétion-là. Et c'est comme ça que les anti-inflammatoires non stéroïdiens amènent l'ulcère. Maintenant, il y a d'autres causes plus rares dont on peut en parler. C'est les causes génétiques. Si vous avez dans votre famille
quelqu'un qui souffre, un parent, surtout un emparenté au premier degré, qui fait de l'ulcère, vous avez une chance sur 3 de développer la maladie. En dehors de cela, il y a le stress. Et l'implication du stress dans la genèse de la maladie ulcéreuse, c'est dans des conditions particulières. C'est notamment des patients qui sont en réanimation, qui sont en attente d'une grande chirurgie, une chirurgie lourde, ou qui sont de grands brûlés. Donc, dans cet état psychologique, c'est en ce moment que le stress peut amener l'ulcère. En dehors de ça, on peut parler du tabagisme, donc le tabac. C'est un facteur aussi qui peut amener l'ulcère. Et il y a une dernière cause qui est plus rare, ce qu'on appelle le syndrome de Zollinger-Ellison, qui est une tumeur neuroendocrine et qui sécrète une substance qu'on appelle la castrinome, qui peut donner de l'ulcère. Mais, pour résumer, c'est les 2 causes principales quand on parle d'ulcère. C'est la bactérie Helicobacter et la deuxième cause, c'est certains médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces causes que vous venez de citer sont en fait des facteurs qui peuvent amener au déclenchement de la maladie ou qui peuvent aggraver la maladie, c'est ça? C'est les éléments qui, quand ils sont présents, sont des facteurs qui déclenchent la maladie. C'est les causes de cette maladie. Ça. Chez les enfants, parce que vous l'avez dit, le virus est là, la bactérie est là. Parfois, c'est après 10 ans, 15 ans qu'elle se manifeste et qu'on constate la maladie. Mais chez les enfants, les sujets jeunes qui ont l'ulcère déjà à 10 ans, à 12 ans, est-ce qu'on peut dire qu'il y a autre cause ou autre facteur qui amène la maladie? Oui, chez les plus jeunes, le plus souvent, c'est dû à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui sont des médicaments qui vont bloquer la sécrétion de prostaglandine et qui vont amener l'ulcère chez ce sujet-là pour des pathologies X ou Y données. Et on peut rajouter certains facteurs génétiques, comme on l'a dit. Vous êtes gastro-entérologue au centre universitaire du Bénin. Et est-ce que dans les consultations, vous recevez beaucoup de malades d'ulcères? Il faut dire qu'en termes de fréquence de l'affection, ça a beaucoup diminué ces dernières années parce que de plus en plus, quand on fait des examens endoscopiques, et même si on ne trouve pas l'ulcère, si c'est une inflammation simple de la muqueuse qu'on appelle la gastrite, les médecins, que ce soit les généralistes ou les spécialistes, ils ont pour coutume d'éradiquer l'infection de cette bactérie. Et comme ça fait partie des principales causes, ça supprime la cause et donc il y a moins d'ulcères. On voit beaucoup plus de malades qui nous viennent pour ce qu'on appelle une dyspepsie ou pour une gastrite, donc des brûlures d'estomac. Et les brûlures, ce n'est pas une symptomatologie classique d'ulcère. Quand on fait le point aujourd'hui des malades d'ulcères au Bénin, est-ce qu'on peut dire que la prévalence est penchée beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes ou les enfants? Oui, les études réalisées par rapport à la maladie font qu'il y a 4 hommes pour une femme. Okay. Donc c'est beaucoup plus... Les femmes font moins d'ulcères que les hommes. Oui. Est-ce que ça s'explique? Bon, il n'y a pas une explication formelle par rapport à cela, mais on pourrait peut-être penser que les femmes, puisqu'il y a beaucoup plus des hormones et autres, ça pourrait les protéger contre la maladie et autres. Sinon, c'est remarqué que c'est beaucoup plus les hommes qui en souffrent par rapport aux femmes. On a entendu également dans l'élément témoin des symptômes de la maladie, vous l'avez relevé. Et quels sont les autres symptômes qui n'ont pas été indiqués par les citoyens interrogés? Oui, au fait, les malades qui ont dans l'interview, les quelques symptômes qu'ils ont relatés, ce n'est pas les symptômes typiques de l'ulcère. Ah bon. Il y a beaucoup plus de symptômes atypiques et si on doit les prendre comme tels, on pencherait beaucoup plus à une gastrite qu'à l'ulcère. Alors donc, on va rappeler les symptômes typiques. Quand on a l'ulcère, typiquement, qu'est-ce qu'on ressent? C'est notamment une douleur du ventre. Une douleur du ventre, et le ventre, nous, on le divise en 9 régions, et c'est en haut, au milieu, ce qu'on qualifie généralement de région épigastrique. Alors, quelle est la particularité de cette douleur? C'est une douleur à type de crampe. Ça prend comme une crampe, ou bien de faim douloureuse. Donc, c'est une douleur qui est déclenchée par la faim, et qui est calmée par les repas. Et généralement, c'est des douleurs qui viennent des heures après le repas. Donc, on dit postprandiale tardive. Ça peut être 2 à 3 heures après le repas. Et c'est une douleur qui est calmée quand vous mangez. Et cette douleur peut parfois quitter
le haut du ventre et aller derrière vers la colonne de façon postérieure. Donc, c'est la caractéristique typique d'une douleur de l'ulcère, ça. Donc, quand on sent des brûlures dans le ventre, quand on a mal au ventre, on se dit systématiquement c'est de l'ulcère, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'ulcère. Parce qu'on va voir tout à l'heure que pour porter le diagnostic d'ulcère, il faut faire un examen complémentaire pour pouvoir objectiver la plaie là, effectivement. On entend parler, vu qu'aujourd'hui on veut déconstruire toutes les idées fausses autour de la maladie, on entend beaucoup insister sur l'alimentation en rapport avec l'ulcère. Quel est le lien? L'alimentation, effectivement, bon, il y a beaucoup qui conseillent certains régimes de façon drastique pour les malades qui souffrent d'ulcère, mais il faut dire qu'il n'y a vraiment pas de relation établie entre l'alimentation et l'ulcère. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il faut éviter le jeûne parce que vous savez que le jeûne, ça déclenche la douleur. Donc, ça, c'est quand on sait qu'on a la maladie? Oui, quand on a la maladie ou même quand on ne l'a pas, il faut éviter le jeûne parce que quand vous êtes en période de jeûne, ça augmente la sécrétion acide de l'estomac. Et classiquement, il n'y a pas d'ulcère s'il n'y a pas d'acide. Il faut dire que l'élément principal qui va amener l'ulcère, c'est la sécrétion acide de l'estomac elle-même. Donc, le jeûne, ce n'est pas intéressant. Alors, si vous êtes un sujet qui a de l'ulcère et vous êtes tabagique, il faut arrêter. Donc, le tabac n'est pas conseillé. Alors, il y a certains aliments qui ont une propriété acide reconnue, prouvée. Puisqu'on parle d'acide, il ne faut pas rajouter plus d'acidité à l'estomac qui en a déjà. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire sur les facteurs alimentaires. Sinon, on pourrait penser également que le lait calmerait un peu les douleurs. Est-ce que c'est prouvé? C'est pas très documenté, mais on pourra l'expliquer parce que pour calmer les brûlures, on est amené à donner certains médicaments qu'on appelle les antiacides qui sont un peu plus alcalins. Et donc, ça fait un tampon sur l'acide de l'estomac. Vous avez parlé de diagnostic dans vos propos. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic? Alors, quand j'ai parlé des symptômes de ce que le malade ressent, qui est la douleur, oui. Typiquement, avec les manifestations qui peuvent être atypiques à type de brûlure, on peut avoir aussi des sensations de nausée ou parfois des brûlures qui remontent de l'estomac jusqu'à dans l'œsophage ou même dans la bouche. On peut avoir des vomissements, on peut avoir une sensation où, genre, comme si on est déjà rassasié ou qu'on n'a pas bien digéré ce qu'on a mangé. C'est ce que l'on appelle la dyspepsie. Et donc, quand on a ces symptômes, on vient voir le spécialiste qui réalise un examen qu'on appelle endoscopie œsogastro-duodénale. Alors, c'est un examen, un appareil qui a une caméra et on rentre exactement, on fait le même trajet que l'aliment. Quand on mange par la bouche, donc on rentre par la bouche, on parcourt l'œsophage, on parcourt tout l'estomac jusqu'au duodénum. Avec une caméra, et on va visualiser. Donc c'est comme si on regarde l'intérieur du ventre du sujet pour voir si maintenant il y a cette plaie-là. Donc c'est le seul examen qui nous permet de confirmer qu'on a effectivement l'ulcère. Donc vous ne pouvez pas dire que vous avez l'ulcère si vous n'avez pas réalisé cet examen. Même quand on a des symptômes précités? Même si vous avez des symptômes, si vous ne faites pas d'endoscopie, vous ne pouvez pas être formel sur le diagnostic d'ulcère. Et quand on fait cette endoscopie, on est amené à faire des prélèvements sur la muqueuse si on trouve la lésion. Prélèvement pour rechercher cette bactérie et prélèvement sur l'ulcère quand c'est localisé dans l'estomac parce que ça peut se compliquer de cancer. Donc quand on trouve un ulcère dans l'estomac, on a peur du cancer, donc il faut forcément faire des prélèvements sur les berges de l'ulcère pour éliminer le cancer, faire des prélèvements dans l'estomac pour rechercher la bactérie. À quel moment des douleurs doit-on consulter? Est-ce que c'est dès les premiers symptômes ou on attend d'arriver peut-être à la complication, vu qu'on va revenir sur la complication? Oui, il faut dire que ça dépend. Si c'est un sujet jeune, première fois des douleurs comme ça, on peut commencer par prendre des médicaments pour voir si ça va passer. Si au bout de 2 semaines ça ne passe pas, il faut recourir au médecin parce qu'il y a des risques de complications. Mais si c'est un sujet de plus de 50 ans là, il faut directement aller à l'hôpital. Il ne faut pas s'exercer à prendre des médicaments parce que ça peut cacher quelque chose de plus sérieux, notamment le cancer. Et quand on rencontre le médecin, qu'est-ce qu'il conseille d'habitude? Qu'est-ce que vous conseillez à vos patients? Le médecin, il faut aller faire l'endoscopie, il faut aller jeter un coup d'œil.
Donc, c'est l'examen indispensable. Ce n'est que ça, après ça qu'on commence le traitement? Oui, ce n'est qu'après ça qu'on commence le traitement. Mais on peut commencer un traitement juste pour vous calmer et on fait l'examen. Si on trouve l'ulcère, là, on vous met le traitement de façon spécifique. Le traitement, ce sont des comprimés, c'est une opération. Qu'est-ce que le médecin fait concrètement? Généralement, si ce n'est pas un ulcère compliqué, c'est des médicaments qu'on prend. Mais si c'est compliqué, en fonction de la complication qui est présente, on peut être amené à faire des traitements endoscopiques ou on peut être amené à faire de la chirurgie en fonction de la complication. Les complications, ça peut être quoi? Alors, les complications, il y en a de 4 ordres quand on parle d'ulcère. Il y a des complications qu'on appelle complications aiguës. Aiguës pour dire que là, c'est urgent, il faut vite agir. Et il y a des complications qui viennent plus tardivement, qu'on appelle complications chroniques. Alors, les complications aiguës, c'est 2. La première, la plus fréquente d'ailleurs, c'est le saignement. Donc, ce que l'on appelle une hémorragie digestive haute. Le sujet va vomir du sang ou il va faire des selles noires. Et donc, quand l'ulcère, une plaie qui va en profondeur dans la muqueuse, ça peut mettre à nu un vaisseau qui va saigner. Donc, c'est spectaculaire et c'est beaucoup plus le mode de révélation des ulcères au niveau des urgences. Okay. Donc, les malades viennent le plus souvent parce qu'ils ont vomi le sang suite à la prise d'anti-inflammatoires et autres. Et là, on fait l'endoscopie, on a l'objectif que c'est l'ulcère qui est à la cause. Alors, la deuxième complication, j'ai parlé des couches de la muqueuse. Alors, la plaie peut dépasser la musculeuse et aller au niveau de la séreuse et la perforer. Donc, c'est la perforation. Et là, quand le ventre est perforé, c'est un malade qui a un mal, le chien, il a vraiment mal. Tout le ventre, ça fait mal, on ne peut même pas mettre la main. Et donc là, il faut rapidement courir à l'hôpital. Et là, on fait ce qu'on appelle une radio de l'abdomen sans préparation pour voir des images typiques de perforation. On peut être amené à faire le scanner aussi pour confirmer cette perforation. Et là, tout de suite, ce malade doit aller au bloc. Il faut aller réparer. Donc, il y a des cas de chirurgie pour les malades du sein. Chirurgie, en cas de perforation, c'est la chirurgie qui règle le problème. Mais c'est de plus en plus rare aujourd'hui. C'est possible. Parce que vous détectez tôt ou parce qu'aujourd'hui, on parle assez de la maladie et qu'on peut passer en pharmacie, prendre un comprimé vite fait? Oui, parce que de plus en plus, quand il y a de l'inflammation simple dans l'estomac, on éradique. C'est-à-dire, on traite la maladie, la cause hélicobacter, ce qui fait que la maladie ne va plus progresser et ça limite les dégâts en griffes. C'est pour ça qu'on a recours de moins en moins à la chirurgie aujourd'hui pour traiter les ulcères. Et aussi, on a compris comment est-ce que la maladie évolue. Ce n'est plus parfois dans le passé. Oui. On fait aussi de la chirurgie parce qu'on va sectionner le nerf qui est responsable de la sécrétion acide, ce qu'on appelle le nerf 10, le pneumogastrique. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il y a des médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons qui marchent bien, qui contrôlent l'acidité de l'estomac. Donc, on n'a plus recours à cette chirurgie-là. Donc, pour continuer par rapport aux complications, on a parlé des complications aiguës. Il reste les complications chroniques et qui sont beaucoup plus... la première, c'est la sténose. Il ne faut pas oublier que l'estomac, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est un organe en forme de J majuscule et qui a 2 orifices au début et à la fin. Le début, c'est ce qu'on appelle le cardia. Là, il n'y a pas d'ulcère à ce niveau-là, c'est sûr. Mais la fin, ce qu'on appelle le pylore, pour entrer dans l'intestin, il peut y avoir des ulcères qui vont se localiser là. Et quand l'ulcère se localise là, généralement, quand ça finit, ça cicatrise, ça réduit la lumière là. Et donc, ça fait ce qu'on appelle une sténose. Et généralement, c'est des malades qui ont des vomissements après l'alimentation. Ils vomissent intégralement le repas tel qu'il a mangé. Oui. Parce que le repas n'a pas le temps de poursuivre son trajet pour aller dans l'intestin, pour être digéré. Donc, c'est des vomissements alimentaires que le sujet rapporte. Et il a le ventre ballonné et tout. Et là, quand on fait l'endoscopie, on voit qu'il y a la sténose. Et là, il faut aller à des traitements. Il y a des traitements endoscopiques que nous, les gastro-entérologues, on fait. C'est-à-dire qu'on rentre avec notre endoscope. Il y a des ballons. On va se positionner au niveau de ce pylore-là, de l'orifice. On gonfle ce ballon-là, soit à l'eau ou à l'air, et on dilate le pylore pour pouvoir ouvrir et laisser passer le repas.
et on met les traitements médicamenteux pour 2 mois et les choses rentrent dans l'ordre. Mais si ça ne répond pas là, on demande au chirurgien d'aller couper la partie qui est sténosée et d'aboucher le reste intestin. Est-ce que vous avez déjà eu des cas où le malade est décédé pour cause d'ulcère? Oui, il y a des cas de décès, mais avant de répondre à cela, il reste la dernière complication qui est la plus redoutable. Oui. Et il faut qu'on en parle parce que c'est d'ailleurs la hantise du médecin et pour le malade également. C'est la cancérisation. Donc il y a un risque d'évolution vers le cancer quand on a de l'ulcère et surtout quand l'ulcère est localisé dans l'estomac. C'est pour ça que quand on trouve un ulcère dans l'estomac, même quand on finit de traiter, le médecin a l'obligation de reconvoquer le malade 2 mois après le traitement pour refaire une nouvelle fibroscopie pour voir si l'ulcère a cicatrisé et faire des prélèvements sur cette cicatrice pour confirmer que effectivement c'est bénin, c'est pas cancéreux. Alors comment est-ce qu'on peut évoquer le cancer dans ce contexte? C'est généralement des douleurs au ventre, c'est généralement un sujet qui vomit le sang et c'est surtout un sujet qui est mal en point, qui perd du poids, qui est fatigué, qui n'a plus de l'appétit. Donc quand vous avez des symptômes comme ça, franchement, il ne faut pas rester à la maison. Il faut courir à l'hôpital pour qu'on puisse faire les examens appropriés pour ne pas passer à côté de quelque chose de plus sérieux. Et c'est le risque de cancer ou c'est le stade de cancer qui peut provoquer la mort, c'est ça? C'est le stade de cancer qui peut provoquer la mort et les complications aiguës également. Si on n'a fait pas le diagnostic tôt, ça peut évoluer vers le décès, la perforation ou bien une hémorragie digestive, celui qui vomit le sang. Il ne faut pas oublier qu'un sujet, c'est 5 litres de sang. C'est spectaculaire quand on voit quelqu'un en train de vomir du sang. Oui. Donc, il faut faire vite. Sinon, il risque de mourir par choc hypovolémique et autres. Vous avez dit qu'avec le traitement, la plaie peut guérir. Mais est-ce qu'on guérit définitivement de la maladie? Oui, on peut guérir, on guérit complètement de l'ulcère. Cette plaie-là va cicatriser. Mais si vous continuez à avoir les comportements à risque, vous pouvez faire de l'ulcère à un autre endroit. Donc, c'est pas que quand vous êtes guéri d'un ulcère une fois, vous êtes immunisé pour la vie, vous n'allez plus jamais faire de l'ulcère, ce n'est pas cela. Les comportements à risque. Alors, les comportements à risque, c'est que si vous avez déjà dans votre famille quelqu'un qui a souffert de l'ulcère, il faut vous méfier et éviter de faire le jeûne prolongé. C'est pas intéressant. Si vous êtes tabagique, il faut arrêter. Et donc, c'est ça. Si vous avez la propriété de prendre certains aliments qui sont de nature très acide, il faut les réduire et puis manger à des heures régulières et généralement, tout se passe bien. Est-ce que dans le cas de l'ulcère et chez les femmes, par exemple, est-ce qu'il y a des risques en rapport avec le fait d'avoir des enfants ou le fait de ne plus en avoir? Non, pas vraiment. Il n'y a pas de risque par rapport à cela. Une dernière chose pour les facteurs aussi à éviter, c'est les médicaments, les anti-inflammatoires. Et c'est souvent les médecins qui... Oui, donc parfois, il y a des cardiologues qui prescrivent même l'aspirine à faible dose pour, soi-disant, fluidifier le sang ou pour des raisons de circulation ou pour des raisons de troubles du rythme cardiaque. Là, on est amené à donner des médicaments pour protéger l'estomac, pour ne pas amener par cette médication la survenue de l'ulcère. Dans le cadre du traitement, est-ce qu'il vous arrive de demander aux patients de changer leur mode alimentaire? Oui, généralement, comme je viens de dire, il n'y a vraiment pas de relation entre formellement le type de repas par rapport à cela. Mais quand les sujets ils prennent bien le traitement, généralement, les choses se passent bien. Alors, j'ai dit que la première cause, c'est Helicobacter, l'infection par la bactérie Helicobacter pylori. Et donc, ce qu'on commence en priorité dans le traitement, parce que le traitement, ça a 2 buts. Le premier but, c'est de traiter la cause. Donc, j'ai dit les 2 principales causes, c'est l'infection par la bactérie. Donc, il faut traiter cette bactérie-là. Et le traitement de la bactérie, ça coûte 2 semaines. Et généralement, c'est 3 antibiotiques avec un autre médicament, un 4e médicament, et qu'on prend pour 2 semaines. Dans la plupart des cas, est-ce que ça marche pour finir avec le... Généralement, ça marche bien quand le sujet prend bien le traitement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets secondaires parfois où les sujets et les malades ils vous appellent, ils ont de la nausée, ils sont beaucoup plus faibles, ils ne sentent plus le goût de certains aliments et tout. Mais quand on leur explique tout ça,
il suit bien le traitement, ça se passe bien. Mais une fois que c'est établi que c'est dû à cette batterie-là, on finit de traiter, on contrôle. Il y a des tests pour contrôler, pour voir si la batterie est vraiment partie. Donc, on se donne 1 mois après la fin du traitement pour demander les tests, pour contrôler, pour être sûr qu'on a fini avec la batterie. Si c'est la deuxième cause, les anti-inflammatoires, on conseille simplement d'arrêter la prise de ces médicaments-là. Dans le cas où on arrête la prise des médicaments et qu'il n'y a plus de bactéries, est-ce qu'il y a toujours des risques de récidive? Oui, il y a des risques de récidive par certains comportements. Même si on traite la cause, c'est pas fini. Ça ne veut pas dire que la plaie a cicatrisé. Il faut maintenir maintenant un traitement pour 1 mois ou 1 mois et demi pour obtenir la cicatrisation. Donc, on continue avec d'autres médicaments pour pouvoir obtenir la cicatrisation complète. Et donc, pour ne pas rechuter ou refaire une ulcère une autre fois, c'est si vous êtes accro au tabagisme, il faut arrêter, il faut éviter vraiment les comportements à risque, il faut éviter la prise des médicaments qui agressent l'estomac pour être sûr que vous n'allez plus refaire la maladie une autre fois. Malgré que le virus, on l'attrape déjà dès le bas âge. C'est pas un virus, c'est une bactérie. Voilà, merci pour la précision. Malgré qu'on attrape la bactérie dès le bas âge, est-ce qu'il y a des possibilités de prévenir l'ulcère? Que l'acidité ne soit pas grande, qu'on en arrive à une plaie et que le diagnostic donne de l'ulcère. Oui, ici, on veut prévenir, c'est déjà d'éviter certains comportements qui peuvent amener à l'infestation par cette bactérie. Et c'est prouvé que cette bactérie se développe beaucoup plus dans les milieux défavorisés. Les gens où il y a la promiscuité, où ils vivent à plusieurs dans la même chambre, c'est le facteur qui amène à l'infection. Et il faut déjà se laver les mains chaque fois quand on quitte les toilettes et quand on veut consommer surtout les fruits, les légumes, beaucoup bien les nettoyer et tout avant de consommer. Donc c'est beaucoup plus renforcer l'hygiène. Renforcer l'hygiène et aussi vraiment éviter de prendre les médicaments qui vont agresser la muqueuse et qui sont vraiment prouvés comme facteurs étiologiques qui peuvent amener à de l'ulcère. En rapport avec les médicaments, est-ce que ce n'est pas aux médecins de faire attention? Parce qu'on peut avoir l'ulcère, que ce soit au stade primaire, je le dis comme ça, et que chaque fois qu'on ait un mal et que le médecin nous prescrive des antibiotiques qui pourraient amener au déclenchement de l'ulcère. Est-ce que ce n'est pas un rapport avec les médecins traitants? Oui, au fait, les médecins, ils savent, en majorité d'ailleurs, ils sont informés, ils savent que ces genres de médicaments agressent la muqueuse. Et de plus en plus, quand ils sont amenés à le donner pour une raison X ou Y, ils donnent d'autres médicaments derrière pour pouvoir protéger la muqueuse. Et il y a d'autres types de médicaments qui n'ont pas le même mécanisme d'action que ces genres de médicaments, ou en collaboration avec ces genres de médecins, on arrive quand même à trouver un terrain d'entente où il faut switcher ces molécules par d'autres qui sont moins toxiques pour l'estomac et pour le confort du malade, parce que faut pas oublier que pour des besoins d'une autre maladie, on est vraiment obligé de prendre ces médicaments, surtout sur le plan cardiovasculaire où il faut donner des médicaments, même si c'est à faible dose, pour pouvoir maintenir une bonne circulation et tout. Donc, on essaie en collaboration avec ces spécialistes de pouvoir trouver la juste mesure pour le confort du malade et pour être le moins néfaste pour le sujet. On reviendra sur les mesures hygiéno-diététiques, mais déjà, comment est-ce qu'on peut vivre et bien vivre avec la maladie de l'ulcère? Oui, c'est possible de vivre correctement, de vivre comme quelqu'un qui n'a jamais eu de l'ulcère. Et autant d'années que Dieu a prévu pour vous. C'est déjà, si de par votre travail, ça vous impose de ne pas avoir du temps pour vous, pour aller manger régulièrement, d'avoir de petites choses à grignoter dans votre sac ou sur votre lieu de travail. On risque de prendre du poids. Pour éviter le jeûne prolongé. C'est aussi de contrôler certains états physiologiques de la vie pour ne pas être trop exposé au stress quotidien ou au stress particulier dans certains contextes donnés pour de grands malades. Et
Comme ça, on évite ce facteur. Et c'est également aussi de savoir que, bon, si dans sa famille, on a un parent qui a déjà souffert de ça, d'éviter certains aliments qui sont beaucoup plus acides pour rajouter de l'acidité à l'estomac plus qu'il y en a déjà. Et aussi de ne pas, si on a un certain âge, plus de la quarantaine, de ne pas surtout prendre les médicaments, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut vraiment éviter de prendre ce genre de médicaments. Vous avez brossé en même temps les mesures hygiéno-diététiques en quelques mots. Quand on a un parent qui souffre d'ulcère ou qu'on souffre soi-même d'ulcère, est-ce qu'il y a des mesures qu'on prend pour éviter au maximum d'aggraver sa situation, en dehors de celles que vous avez citées notamment? Je n'ai pas bien compris la question. On a parlé de la maladie qui est causée par une bactérie qu'on peut retrouver dans des milieux sales. Oui, est-ce qu'il y a des mesures hygiéno-diététiques dans ce sens pour éviter d'aggraver sa maladie? Oui, en fait, c'est déjà peut-être de ne pas être beaucoup trop nombreux dans la même chambre. Bon, c'est un peu difficile dans un pays en voie de développement parce que généralement les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Oui. Et donc il faut aussi, en dehors de cela, essayer de ne pas de renforcer beaucoup plus l'hygiène autour de soi et donc se laver régulièrement les mains et surtout la nouvelle infection virale qui est là impose aussi maintenant aujourd'hui le lavage des mains, voilà, et tout. Et donc, quand on doit consommer certains fruits et légumes directement comme ça, sans que ça ne passe au feu, de pouvoir les nettoyer correctement pour vraiment limiter le risque d'infection par cette bactérie. Ça a l'air banal, mais c'est sérieux comme dégâts et conséquences que ça peut entraîner au niveau de la muqueuse gastrique. Et donc, pour ne pas... Il faut dire que pour traiter de façon simple, c'est-à-dire un ulcère chez un individu, on a fait un travail au niveau de notre service et dans notre société béninoise de gastro-entérologie où j'avais fait une communication sur le traitement et je suis allé en officine. Je me suis renseigné un peu sur des médicaments et même des génériques. Oui. Si on doit prescrire du générique, à peu près combien ça peut coûter aux malades. Mais je suis surpris de savoir que c'est un peu lourd. Ça coûte autour de 50 000 le traitement. Pour le malade traitement de l'ulcère. Donc, c'est pas banal. Vous imaginez dépenser 50 000 pour soigner une maladie, c'est pas banal. Donc, c'est un peu lourd. Et si on doit prescrire la spécialité, c'est beaucoup plus cher. Et donc, autant prendre les mesures, les précautions pour ne pas vraiment être amené. Quand je dis 50 000, ça, c'est le traitement, sans compter les examens à réaliser et tout, pour aboutir au diagnostic. Donc, c'est une maladie quand même qui a un coût du point de vue prise en charge. On le sait maintenant un peu plus clairement, l'ulcère n'est pas causé par les aliments épicés comme on le pense souvent et dans le commun des Béninois et pour tout le monde d'ailleurs. Docteur, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Oui, s'il y a quelque chose à ajouter, c'est de surtout déconseiller l'automédication. C'est l'automédication qui est surtout déconseillée. Oui. L'automédication dans un sens ou dans l'autre, ou d'autres affections, parce que en ne sachant pas que certains médicaments peuvent être la cause du ulcère, oui. Dans l'élément témoin, l'étudiante qui prenait des médicaments pour régler ses problèmes de dysménorrhée, oui. De règles douloureuses, et qui s'est causé d'autres problèmes plus tard. Donc, pour ça, il faut vraiment éviter l'automédication qui est très important. Quelque chose qui est courant chez nous. Parce que plusieurs fois, moi, je vais en officine, je rencontre des individus qui viennent et qui commencent à demander. C'est même pas le pharmacien. Il y a des vendeurs en officine qui consignent des produits. Ça me gêne un peu de voir ce genre de choses. On évite, on est en train de fuir les frais de consultation, mais on se crée d'autres problèmes derrière. De santé, oui. Donc, il faut éviter déjà l'automédication, c'est très important. Et il faut consulter le médecin quand on a des symptômes digestifs, notamment des douleurs au ventre, parce que
c'est pas normal d'avoir mal au ventre. Donc si on a mal au ventre, ça peut cacher quelque chose de sérieux, surtout si on a plus de 40 ans. Il ne faut pas rester à la maison, il faut aller à l'hôpital. Ça peut être plus que de l'ulcère, parce que vous avez parlé du cancer également. Un ulcère compliqué et qui peut être dramatique. Donc, risque de décès. Donc, il faut venir à l'hôpital, il faut consulter le médecin. Mais à défaut de voir le spécialiste, il faut déjà voir le médecin généraliste qui pourra vous orienter s'il n'arrive pas à vous régler le problème. Et dans les milieux où on n'a pas la possibilité de consulter, on sait qu'aujourd'hui, même dans nos pratiques traditionnelles, on se conseille des choses qui auraient marché pour X personnes. Est-ce que parce qu'un traitement a marché pour quelqu'un, ça veut dire systématiquement qu'il marchera pour une autre personne? Oui, c'est pas forcément le traitement a marché pour X, ça marchera pour Y. Mais ça dépend du traitement. C'est reconnu l'effet et l'efficacité de certains types de médicaments sur cette maladie. Et donc, si vous prenez le traitement, ça pourrait avoir le même résultat chez vous si c'est la molécule ou le médicament qui est conseillé pour cette affection. Mais ça ne pourra pas substituer cette façon de faire au médecin parce que ça, c'est de l'automédication, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est pas vraiment très intéressant de faire ce genre de pratique. Alors, pour revenir au fait que vous venez d'évoquer le fait qu'il y a certaines pratiques, certains aliments qui soulageraient. Oui, je me rappelle bien une amie à moi qui parlait du tapioca, qui est de l'amidon, certainement. C'est possible parce que c'est un peu alcalin et tout, ça peut servir de tampon parce qu'il y a des médicaments qu'on donne pour régler les brûlures qui font un tamponnage de l'acidité au niveau de l'estomac. Donc c'est possible. Il faut dire aussi, il ne faut pas oublier sur ce genre de pratique l'effet placebo. Si on vous dit, OK, si vous y croyez, vous buvez de l'eau, ça va vous guérir, vous allez boire de l'eau, même s'il n'y a rien dedans, ça va vous guérir. Donc, en effet. Vous avez commencé par évoquer quelques aliments. Est-ce qu'il y a une liste que vous proposez en tant que médecin à vos patients et qu'ils doivent respecter quand il s'agit de malades d'ulcères? Une liste d'aliments qu'on doit prendre pour éviter d'aggraver ou qui soulagerait plus ou moins les malades? Oui, bon, généralement, moi, je n'ai pas une liste que je donne, mais généralement, on voit que, bon, certains collègues ou un truc concernent certaines choses, notamment, on demande d'éviter le café, on demande de ne pas faire trop le jeûne prolongé, l'ananas acide, les repas trop acides, et ils déconseillent les repas un peu trop épicés. Mais ça reste tout ça, ce n'est pas documenté, ce n'est pas prouvé. Le malade lui-même doit pouvoir connaître sa santé et savoir ce qui ne va pas et l'éviter au maximum. Si le malade, dans la genèse de sa douleur, par exemple, il a la souvenance qu'il a pris tel médicament et qu'il lui a déclenché la douleur, autant ne pas le répéter, donc d'éviter ce genre d'aliments. C'est beaucoup plus dans la tête que de façon scientifique. Sinon, les choses scientifiques, c'est les médicaments dont on a parlé, c'est le tabac, il faut arrêter, et c'est le stress et c'est les autres causes graves et qu'il faut vraiment faire attention à cela. Vous avez évoqué un point qui a été soulevé par une patiente ou une malade d'ulcère quand on préparait cette émission. Elle a dit que la maladie se trouve beaucoup plus dans la tête, c'est-à-dire le sujet malade. Quand vous vous sentez malade, que vous faites très attention à la maladie tout le temps, elle ne part pas. Est-ce qu'il y a un volet psychologique dans le traitement ou dans la maladie de l'ulcère? Oui, ce n'est pas particulier à l'ulcère, mais il faut dire que dans toute affection, si, comme on le dit généralement, vous y pensez trop dans la tête, vous devenez finalement plus malade dans la tête que dans le corps. Ouais. Donc, le fait de faire une fixation sur la maladie, de penser que bon, ça revient, on n'est pas soulagé malgré qu'on ait le traitement de façon adéquate et tout, ça devient finalement une maladie psychologique, psychosomatique que maladie organique. Et puis je pense que dans mon expérience, il y a un ou deux femmes qui reviennent de façon cyclique, on refait l'écho-bactère, c'est négatif. Pourtant, elles sont toujours symptomatiques et ils disent que ça va pas. Donc là, on est obligé de les mettre sous traitement au long cours
pour aider. Et parfois, on est obligé quelquefois d'ajouter certains anxiolytiques pour essayer de calmer les choses, pour que le malade se sente le mieux confortable. Merci docteur pour toutes ces explications. Un dernier mot pour conclure. Alors, un dernier mot, je dirais que d'abord, je vous remercie pour l'opportunité de ce plateau et pouvoir parler de cette maladie qui n'est pas beaucoup fréquente, mais qui reste quand même un problème chez nous, surtout quand c'est compliqué, et d'inviter la population aujourd'hui à ne plus confondre les brûlures d'estomac avec l'ulcère, parce que beaucoup rapportent des brûlures d'estomac qui ont beaucoup plus rapport avec une gastrite simple ou bien des syndromes qu'on appelle dyspepsie que de l'ulcère. Et savoir que quand on va dire ulcère, il faut forcément faire l'endoscopie pour pouvoir confirmer qu'on a effectivement une plaie dans le ventre. Merci, docteur Martin Sopon, pour toutes ces précisions. Nous sommes tous susceptibles de faire un ulcère et c'est important d'avoir de bonnes pratiques énoncées par notre invité. Des calmants, il en existe, mais il est toujours préférable de consulter un médecin. Lui seul est habilité à faire le diagnostic et les prescriptions. Ce sera tout pour ce numéro consacré à l'ulcère. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir, mais surtout respectant les gestes barrières contre la COVID-19.